Nous allons poursuivre par la table ronde. Simplement, ce que nous voulons, c'est que les personnes qui sont ici vont pouvoir réagir et nous dire, faire l'état des lieux de ce que les professionnels font et montrer toutes les difficultés qu'ils rencontrent dans leur quotidien. Manque de place, liste d'attente, spécificité des réponses aux besoins, évolution des besoins. Donc, je vais demander tout d'abord à Laurence Pinault de se présenter. Elle va nous dire qui elle est, quel type d'établissement elle dirige et nous parler effectivement des personnes qu'elle accueille dans son établissement. Allez-y, Laurence Pinault. Très bien. Donc bonjour à tous. Donc je suis Laurence Pinault. Je dirige 2 établissements en Deux-Sèvres de MAFA, Maison d'accueil pour personnes handicapées âgées. Donc le premier de ces établissements a été créé en 1996. Donc ça a été un établissement pilote. C'est un établissement créé par l'ADAPI 79. Qui a eu pour objectif, dès le départ, en fait, de répondre aux besoins spécifiques des personnes handicapées vieillissantes. Les établissements dans ce département ayant été créés il y a 50 ans, il y avait une réelle nécessité, en fait, à trouver des solutions pour les personnes travailleurs des AT, entre autres, qui arrivaient à la retraite et qui souhaitaient pouvoir construire un véritable projet de retraite. Donc, ce premier établissement a été créé en 1996. Il a permis d'accueillir, donc il accueille 40 personnes handicapées qui, depuis 1996, ont pour la moitié vieilli au sein de l'établissement. Donc, il a permis d'accueillir essentiellement des personnes travailleurs handicapées, mais aussi un certain nombre de personnes connues des services du Conseil général et de l'ADAPI 79 qui vivaient à domicile et qui restaient elles aussi sans solution. Donc, si je comprends bien, depuis 1996, vous avez une expérience, une expertise, vous avez été un peu précurseur. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez pour persévérer dans votre projet initial ? Alors, je dirais que la première on bénéficie d'une double expertise. La première, c'est celle de l'évolution en âge du public, puisqu'on a un public qui est arrivé il y a une vingtaine d'années à 60 ans, qui aujourd'hui, pour plus de la moitié, a atteint 80 ans. Donc, on a une expertise en matière, je dirais, d'analyse des situations, de cette avancée en âge qui reflète la diversité du vieillissement et des vieillissements que décrivait le docteur Aquino tout à l'heure. Et bien sûr, on voit aussi l'évolution des besoins qui deviennent de plus en plus importants, comme l'a souligné Madame Prado, et qui deviennent de plus en plus dramatiques, avec d'une part donc un manque de place évident sur les Deux-Sèvres, pour vous situer, qui est un petit département. Nous disposons quand même de 120 places, donc je crois que nous sommes très bien dotés sur l'ensemble du département. Il y a une deuxième MAFA et après il y a 2 autres établissements de 20 places aussi sur d'autres structures. Donc nous sommes plutôt bien dotés. Et pourtant, aujourd'hui, la file active de chacun des établissements, donc des personnes qui sont entrantes demain, qui attendent leur place, et de 20 pour chacun des établissements. Les personnes attendent au moins 4 ans leur entrée en place, c'est-à-dire que pendant 4 ans, on continue à accompagner leur parcours d'intégration au sein de l'établissement. C'est-à-dire qu'ils viennent régulièrement, en fait, de leur foyer des AT. Mais ça veut dire aussi que parallèlement, ces travailleurs handicapés sont maintenus aussi en situation de travail pour pouvoir continuer à bénéficier de leur place en foyer d'hébergement, dans des situations qui ne sont pas dignes puisqu'ils ne sont pas en capacité de travailler. À partir de là, ça embolise aussi toute la filière. Il faut dire que les places aussi de travailleurs des AT aujourd'hui sont importantes. Les places en foyer d'hébergement, foyer de vie sont aussi fortement demandées, et que tant qu'on n'aura pas de solution pour ces personnes, c'est toute la filière qui est embolisée. Voilà. Donc voilà la situation, et je parlerai peut-être juste en 2 minutes des personnes du domicile, parce que c'est
Pour vous citer, oui, donc le mois dernier, j'ai eu 2 demandes d'accueil en urgence. La première, c'est une personne qui a anticipé, donc c'est une famille qui a anticipé en fait le fait que son enfant handicapé aura besoin d'un accueil d'urgence au moment où le papa, lui, ne pourra pas continuer à entrer au domicile, donc ça fait vers domicile, pardon. Donc ça faisait 3 ans qu'on accueillait ce monsieur. En séjour d'accueil temporaire, et donc son papa a été hospitalisé, et donc bien sûr sa sœur nous a demandé expressément de pouvoir l'accueillir en urgence. Donc on l'accueille actuellement sur une chambre d'accueil temporaire, et j'attends toujours la réponse du Conseil général pour pouvoir aller au-delà des 90 jours alloués par l'aide sociale. Autant vous dire le stress qui anime la famille, le papa qui lui attend sa place en EHPAD, qui est encore à l'hôpital, de sa sœur qui n'a pas de solution à lui proposer. Lui, bien sûr, sa demande expresse, c'est son projet, c'est d'intégrer l'établissement, de retrouver les amis qu'il s'y est fait, parce que ça fait 3 ans que ce projet, il l'a construit et qu'il l'exprime. La deuxième situation, c'est aussi encore un frère qui se retrouve lui seul avec sa sœur handicapée au décès de ses parents. Par contre, je dirais que la situation n'a pas été anticipée. Le décès des parents a été brutal. Et aujourd'hui, je reste sans solution parce que c'est une personne qui n'a pas... qu'on a quand même accueilli en accueil d'urgence pour voir si la vie dans notre collectivité pouvait lui convenir. Hein. C'est ce qui était quand même important et un préambule important. Et il semble qu'a priori cette personne ne soit pas forcément très heureuse chez nous, hein, c'est le constat. Je crois qu'elle mériterait, il serait vraiment nécessaire de pouvoir peut-être travailler son projet déjà peut-être sur son domicile avec des étayages en regard de ses besoins, ou d'autres modes d'accueil qui ne soient pas celui du collectif, parce que c'est vrai qu'on voit bien que le collectif, ça lui correspond pas. Laurence Pinault, merci. Je vais donner la parole maintenant à Françoise Laboirie, qui dirige un EHPAD et qui rencontre, elle aussi, des personnes qui avancent en âge et des personnes handicapées, surtout, qui avancent en âge. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à l'intervention de Christelle Prado tout à l'heure, qui a fait une intervention assez politique et énergique? Et est-ce que, d'après ce qu'elle nous a dit, vous êtes confiante et vous voyez l'avenir avec espoir ou pas? Merci. Bonjour, merci pour la question. Donc, je m'appelle Françoise Laboirie, je suis une jeune directrice d'EHPAD, d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Alors, non pas par l'âge que je porte, mais simplement par la profession que j'exerce, puisque c'est une reconversion professionnelle, et j'exerce ce métier maintenant depuis 4 ans. Et de mon point de vue, ça a son importance. En l'occurrence, ça signifie pour moi que les institutions n'ont encore pas eu ma peau et que je suis encore pas trop usée pour continuer à avoir de l'énergie pour porter un certain nombre de projets en avant. Alors, d'abord, par rapport aux intervenants qui m'ont précédé, autant vous, Madame la Présidente, que vous, Monsieur, je partage le fond de votre propos. Il y a des mots qui ont de la résonance dans ce que vous avez pu dire. L'éthique, ça a de la résonance pour une directrice d'EHPAD. Voilà, le cloisonnement des publics, le fait que quand on parle de globalité et d'humanité, on nous répond souvent, vous l'avez dit, Madame, par des réponses cloisonnées, en silo, avez-vous dit. Voilà, ça c'est mon constat de directrice tous les jours. La particularité de l'EHPAD que je dirige, c'est qu'elle est sur le trottoir en face de la MAFA. C'est-à-dire que ma collègue à côté, Laurence Pinault, nous sommes voisines. Et moi, je ne suis pas du tout une spécialiste du handicap, et loin de moi, cette idée-là. J'apprends
en fait, les besoins de la personne handicapée depuis 4 ans, grâce à l'accompagnement de Laurence et de son équipe, grâce à l'accueil que m'ont fait les personnes handicapées au sein de la MAFA aussi, parce qu'on s'est découvert. Et cette découverte nous a permis, depuis ces dernières années, de travailler ensemble, de monter des projets. Alors d'abord des petits projets, des projets qui visaient à faire des économies financières, tout simplement. Exemple, on a acheté ensemble un groupe électrogène. Ça paraît banal, mais non, c'est pas banal. Des projets du type, nous on a un salon de coiffure, les personnes handicapées avaient besoin d'utiliser notre salon de coiffure avec leur coiffeur. Du coup, ils viennent chez nous utiliser nos équipements. Et puis, de fil en aiguille, on a monté des animations en commun. Et puis, petit à petit, on a travaillé sur un projet qui a été un projet d'accueillir au sein de l'EHPAD, dans une unité dédiée, pas dans une unité, excusez-moi, je reprends mon vocabulaire puisqu'on a vu que les mots ont leur importance, dans un espace dédié pour accueillir dans un premier temps 6 personnes atteintes de handicap. Et là, du coup, comme je travaille en lien avec la MAFA, atteintes de handicap mental. Quelles difficultés ça nous pose ? Ma première difficulté, c'est le cloisonnement des politiques publiques. Voilà. Moi, j'ai la malchance, d'après ce que j'ai cru comprendre, de travailler pour des personnes âgées, ou tout du moins, on voudrait me faire croire que le besoin est supérieur à d'autres besoins chez d'autres catégories d'êtres humains. Ce qui fait que quand je réponds à des projets, quand je vais en réunion, quand j'écoute l'Agence régionale de santé ou le Conseil général, il faut toujours qu'en fait j'aille à la fois à la porte qui a l'écho sur la personne âgée et en même temps que je dise mais vous n'oubliez pas qu'avant d'être des personnes âgées d'un certain âge, Laurence l'a dit, 80 ans, ce sont avant tout des personnes handicapées. Donc essayez pas de me refiler, excusez-moi de l'expression un peu triviale, mais parfois c'est un peu le sentiment que j'ai. Essayez pas de me refiler à moindre coût des personnes qui n'auraient plus de besoin parce qu'elles sont devenues dépendantes. Le docteur Aquino l'a dit. On voit aussi qu'avec l'avancée en âge, il y a un certain nombre de polypathologies qui peuvent se greffer sur le vieillissement et qui se greffent aussi sur le handicap. La personne, elle reste handicapée. Donc cette oreille-là, aujourd'hui, je peux pas affirmer que j'ai été entendue. Alors, on prend des notes, c'est sûr, on écoute, mais honnêtement, je ne sais pas. Donc, première difficulté. Deuxième difficulté, c'est les équipes avec lesquelles je travaille. Moi, je travaille sur un établissement qui est né en 1980, qui à l'époque était un logement foyer, qui serait restructuré au fil du temps pour être un EHPAD, qui a un projet de reconstruction totale, puisqu'il n'est pas très adapté, eu égard à son architecture, à l'accueil de personnes dépendantes. Et ça veut dire que les équipes, elles sont arrivées dans un foyer logement et qu'aujourd'hui elles ont vieilli elles aussi et qu'on leur demande de prendre en charge de la dépendance. Et puis tout d'un coup, une directrice un peu saugrenue avec une de ses collègues leur dit « Mais vous savez, à côté, il y a aussi l'indépendance qui s'installe chez la personne handicapée et du coup, il faut qu'on réfléchisse ensemble, vous professionnels et nous, pour que du coup on puisse accompagner aussi cette personne handicapée dépendante. Donc pour les équipes, c'est aussi d'abord un travail sur qu'est-ce que ça veut dire, un travail sur les peurs, tout simplement sur les peurs. Voilà, c'est est-ce qu'on va être capable d'accompagner ? Parce qu'on a aussi une charge de travail qui est là, parce que ça va être ajouter quelque part un accompagnement spécifique à un accompagnement dont on avait pris l'habitude, donc de la capacité de la remise en cause, et puis en même temps, pour bien travailler, tout le monde sait qu'on a besoin d'être rassuré. Donc c'est un accompagnement au travers de formations, c'est des échanges aussi. Un certain nombre de membres de cette équipe a été accueilli à la MAFA, tout simplement pour savoir de quoi on parle quand on parle de personnes handicapées. Moi-même, je n'ai pas honte de le dire, j'ai été passé un certain temps à la MAFA parce qu'il fallait que je comprenne ce que voulait dire être handicapé mental.
au-delà des représentations qui sont liées à mon éducation, à mon histoire, etc. Et du coup, pour que je puisse, avec Laurence Pinault et mon équipe, porter ce projet qui est en phase d'aboutissement. Est-ce que j'y crois pour répondre à votre question? Évidemment que j'y crois. J'ai la patate pour y croire, en clair. Par contre, je suis pas au bout de mes peines. Je suis pas au bout de mes peines parce que je pense qu'on veut vraiment aujourd'hui qu'on avale des couleuvres et je suis pas prête à les avaler. J'ai des problèmes de digestion, donc non. Donc je ferai pas ce projet au rabais. Mais par contre, s'il faut accepter de faire un certain nombre de concessions pour lui permettre de voir le jour, je suis aussi prête à les faire. C'est-à-dire que je ne suis pas non plus dans un état d'esprit qui est de dire si j'ai pas tout, je ferai rien, puis ils iront se faire voir. Non, parce que je sais aussi que pour faire avancer, on va dire, la conscience collective, peut-être, il faut aussi qu'il y ait certaines personnes qui acceptent de prendre les risques. L'ADAPI 79, son président et son directeur général, ma collègue ici présente, Laurence, prennent les risques, les familles de l'ADAPI aussi. Et du coup, moi, j'accepte aussi de prendre une part de risque parce que je sais que je ne me battrai pas toute seule, je me battrai aussi aux côtés de l'ADAPI 79. Voilà, merci. Merci, madame. Si je comprends bien, vous n'êtes pas prête à passer la patate chaude. Vous avez la patate, mais vous n'avez pas la passer. Bon. Moi, deux réflexions par rapport à vos deux interventions. Premièrement, vous avez employé toutes les deux en permanence le terme accompagnement. Ce qu'on a dit tout à l'heure dans mon introduction, et je sais que ça fait plaisir à M. Choussy qui en parlera tout à l'heure, mais vous avez employé ce terme-là et qui a un sens pour vous. Vous n'avez pas employé le terme prise en charge, ce n'est pas pour rien, c'est quand même très significatif. La deuxième question que je voudrais vous poser est la suivante. Vous travaillez dans une institution, dans des murs. Tout le rapport parle de la vie à domicile. Donc, effectivement, il y a une différence entre la vie à domicile, pas le maintien à domicile, on l'a dit tout à l'heure, mais la vie à domicile et la vie dans les murs. Moi, autrefois, j'aimais bien une expression qui était de dire, dans un établissement, il faut créer un chez-soi dans un chez-nous. Ça me paraît important, car même si la personne est dans un établissement, il faut qu'elle ait un chez-soi dans un chez-nous. Il y a un aspect de vie collective qui est inévitable, mais le chez-soi est quand même très important. Voilà, donc ma réflexion par rapport à ce que vous avez dit. Vous voulez dire un petit mot, parce que je vais laisser la parole aux autres après. Allez-y. Non, je disais que c'est vrai que ce qui a motivé ce projet à l'origine, c'est justement de pouvoir permettre aux personnes qui vivaient à la MAFA de continuer à vivre chez elles. À vivre chez elles, ça veut dire déjà tout près de leur lieu de vie, tout près de l'endroit où elles ont construit, où elles ont leurs liens, où elles ont leurs amis. Donc en pouvant aller à l'EHPAD à côté et vivre dans la cité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles sont des Coulongeois et des Coulongeoises à part entière. Elles font partie de la cité, elles ont participé au Resto du Cœur, elles ont donné au Resto du Cœur du temps, elles ont participé, elles ont fait des gâteaux. Et aujourd'hui, les gens des Restos du Cœur viennent les remercier, viennent les voir ou leur rendre visite chez elles. Donc, ce projet d'intégration aussi au sein de l'EHPAD, il reflète vraiment la capacité d'une cité, d'une communauté à inclure et à inclure vraiment les personnes handicapées si on leur laisse vraiment leur place et si on les reconnaît en tant qu'individus à part entière. Bon, autrement dit, si je comprends bien, chez vous, c'est un chez-soi dans un chez-nous, et le chez-nous est inséré dans la communauté du village, ce qui paraît extrêmement important et qui permet d'avoir des liens, car effectivement, ce qui est le plus important, c'est de savoir créer des liens. Voilà, bravo. On va continuer la table ronde. Alors, je vais donner la parole maintenant à Michèle Dange, qui est présidente de Génération Mutualiste. C'est la mutualiste de service. Alors, Michèle, je te laisse la parole. Vas-y. Merci beaucoup.
Alors donc, je suis présidente de Génération Mutualiste. Génération Mutualiste, c'est le réseau famille de la mutualité française. Il regroupe en fait tous les gestionnaires d'établissements et de services pour personnes âgées, pour personnes en situation de handicap, petite enfance et logement. Donc nous pouvons justement, grâce à ce réseau et à la mise en commun, faire des propositions qui peuvent intéresser spécifiquement le monde du handicap. Alors, sur une très rapide présentation, nous avons sur le champ du handicap 166 établissements et services pour personnes donc, en situation de handicap, et un tiers de l'offre est consacré aux enfants et aux jeunes adultes pour environ 1200 places. 2 tiers de l'offre est consacrée aux adultes, 1600 places d'hébergement et plus de 1900 places sur le secteur du travail protégé. Il y a 20 groupements qui gèrent des structures sur 26 départements et 34 types d'établissements aux services distincts. Et je voudrais tout de suite dire que c'est ce qui a pu nous faire évoluer au sujet des personnes en situation de handicap vieillissantes, c'est justement toutes les personnes qui travaillaient dans le secteur du travail protégé. Parce que, vu qu'elles pouvaient enfin avancer en âge, nous avons été très vite confrontés au problème du logement de ces personnes. Parce que quand elles sont quand elles travaillent en ESAT, par exemple, il y a tout de suite à côté un foyer, logement. Mais quand ces personnes-là doivent accéder à la retraite, eh bien, elles doivent libérer leur appartement pour laisser de la place aux autres personnes, si on ne réfléchit pas plus et si on ne trouve pas d'autres solutions. Et c'est ce qui nous a fait réfléchir, puisque des personnes en situation de handicap nous disaient « Mais moi, mon logement, mon chez-moi, c'est ici, je ne veux pas partir ». Donc, les groupements qui accueillent ces personnes-là ont commencé à réfléchir et à trouver donc des solutions. Alors, ce que je souhaitais vous dire aussi au sujet de ce réseau, c'est ce réseau, justement, Génération Mutualiste, permet, grâce aux remontées du terrain et tout ce qui peut se faire sur tout le territoire, c'est de faire des propositions au sein de la mutualité française qui deviennent donc les propositions de la mutualité française. Ce n'est pas quelque chose qui descend, c'est une remontée en fonction des situations vécues. Donc, grâce à ces remontées, donc la mutualité a pris très tôt position pour un droit universel d'aide à l'autonomie qui est fondé sur l'évaluation globale des besoins de la personne en fonction de sa situation, quel que soit son âge et quel que soit son lieu de vie. Nous avons toujours défendu un schéma de prise en charge globale qui apportera donc une réponse globale, non confinée au débat financier et dans laquelle des dimensions de prévention, d'accompagnement, de coordination, de professionnalisation apparaissent comme fondamentales. On a besoin de tous ces éléments. Or, les contraintes réglementaires et législatives créent une barrière de l'âge, celle de 60 ans, qui va à l'encontre de l'idée du concept de parcours de vie de la personne. Donc, ce parcours résidentiel de la personne en situation de handicap que la mutualité donc, souhaite promouvoir. Alors, sur les réflexions engagées au sujet de l'amélioration de l'accompagnement des personnes en situation de handicap, pour nous, doivent s'articuler sur... on a élaboré 6 axes. Un premier axe, c'est, suite à notre participation au groupe de travail santé et accès aux soins des personnes en situation de handicap du Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont certaines préconisations peuvent permettre un meilleur accompagnement en général, et puis leur vieillissement en particulier. Nous avons souhaité donc introduire dans les formations initiales des professions médicales et paramédicales des connaissances sur le handicap incluant une partie vieillissement. Nous souhaitons aussi introduire dans les formations sociales et médico-sociales des connaissances sur la santé publique, sur le secteur de premier recours et sanitaire, mais également une sensibilisation aux besoins des soins courants. On connaît les difficultés qu'ont les personnes âgées, personnes handicapées, en matière de soins dentaires, en matière de gynécologie. Donc ça, c'est un élément qui nous paraît à développer très important. Nous avons des attentes très fortes. Et puis, bien entendu, une formation aux signes du vieillissement chez ces personnes. Deuxième axe, l'offre d'un parcours résidentiel continu, quel que soit l'âge de la personne en situation de handicap.
Nos gestionnaires accueillent des personnes en situation de handicap au sein de leur établissement depuis maintenant plusieurs décennies. Et donc l'avancée en âge et l'évolution de l'état de santé de ces personnes a pu permettre, selon les situations, soit de rester au sein de la même structure, soit bien souvent par contrainte de changer d'établissement pour trouver une structure plus adaptée à la forme d'accompagnement nécessaire. Donc on a plusieurs groupements, on en a à peu près 6, qui ont commencé à travailler et à réfléchir, à faire des propositions. Par exemple, de création, ce qu'on appelle une unité, je suis désolée pour le mot, mais pour le moment on en est là, une unité pour personnes en situation de handicap âgé, alors dans un établissement pour personnes en situation de handicap, et puis une unité au sein c'était au sein d'une EHPAD, ce qu'on voulait faire là, et par contre au sein de structures handicap, de créer une unité pour personnes en situation de handicap vieillissante. Donc vous voyez, on a essayé chaque fois de s'adapter à la situation. Et ça nous paraît important pour répondre aux attentes et aux besoins. Troisième axe, c'était d'adapter l'offre médico-sociale existante aux besoins spécifiques des personnes en situation de handicap vieillissante, en menant des réflexions sur l'adaptation, voire la médicalisation de certaines structures, parce que là, on a constaté des besoins importants. Surtout, ce que vous avez déjà signalé, mais qui nous paraît aussi important, c'est le croisement des compétences qui sont développées dans les deux secteurs, le secteur personnes âgées et personnes en situation de handicap, et l'identification des leviers juridiques et financiers qui permettent la mise en œuvre d'une politique de l'avancée en âge pour tous, quelle que soit la situation ou l'origine du handicap. Par exemple, nous avons une attente particulière pour quelque chose qui marche très très bien, c'est la création de plateformes d'évaluation et de réadaptation des déficiences sensorielles sur le territoire national. Il s'agit d'une réponse sanitaire et médico-sociale en établissement de soins de suite et de réadaptation. Nous avons besoin, pour développer ces places-là, de places de soins de suite et de réadaptation. Pourquoi ? Parce que cette nouvelle approche donc, consiste à permettre à la personne d'optimiser ses capacités visuelles ou auditives restantes d'une part et de développer des stratégies de compensation d'autre part. À quel moment on met en œuvre ces plateformes ? C'est quand il n'y a plus de réponse thérapeutique en matière d'appareillage, d'aide technique, etc. Et on se rend compte qu'à travers ces plateformes de réadaptation sensorielle, eh bien, la personne redécouvre une nouvelle vie. C'est pourquoi ? Parce que, par exemple, quand vous parliez de la difficulté que la personne peut avoir à se déplacer de son appartement jusqu'au lieu, même à 500 mètres, jusqu'au lieu où elle va pouvoir faire ses courses, où elle va pouvoir renouer un lien social, eh bien, si la personne a des difficultés, par exemple, visuelles, elle ne pourra pas le faire si elle n'a pas cette réadaptation. Or, avec cette réadaptation, où la personne, justement, il y a quelqu'un qui vient lui faire l'aider, l'accompagner pour qu'elle puisse redécouvrir le chemin, comment se rendre dans ce lieu où elle désire aller. Donc ça, c'est un élément très important, et sur l'aménagement du domicile également. Donc on a 8 plateformes en ce moment sur tout le territoire et on souhaite en développer sur l'ensemble du territoire. Quatrième axe, j'en ai bientôt fini, développer la coordination et la coopération des acteurs et secteurs au profit d'un parcours de santé coordonné qui fait partie intégrante du projet de vie de la personne, en évitant les ruptures. Cinquième axe, une meilleure connaissance des conséquences de l'avancée en âge dans les établissements, dans les différentes formes du handicap. Et enfin, je terminerai par là, une attention particulière aux travailleurs du secteur protégé et un accompagnement vers une retraite sécurisée. Merci Michel. Dans tout ce que tu as dit là, à l'heure actuelle, il y a une chose qui m'a frappé quand tu as parlé de la barrière des 60 ans. Je crois que là, nous avons un problème qui n'a jamais été résolu, qui était prévu par la loi, qui n'a pas été respecté. Je pense que quand on parle de compensation, effectivement, il faut une compensation pour tous, mais avec une réponse appropriée à chacun, une réponse appropriée à chaque âge. Mais la compensation, elle doit exister pour tous, même au-delà de 60 ans, et ça me paraît extrêmement important. Mais je voulais le noter parce que cette barrière des 60 ans, tant qu'on ne l'aura pas franchie, on n'aura pas résolu le problème des personnes qui avancent en âge et qui portent en elles un handicap. Merci Michel.
Je vais donner la parole maintenant à Nathalie Gâteau, qui est directrice de l'action sociale chez Apicil. Qui est Apicil? Moi, je peux dire de suite qu'Apicil est un des partenaires forts et importants du Fonds Handicap et Société. Et avec Intégrance, nous portons ensemble ce fonds. Et merci Nathalie Gâteau d'être présente et de tout l'effort que fait Apicil. Donc, à vous la parole, Nathalie. Juste pour rappeler, puisque nous sommes un acteur régional, ce qu'est Apicil, c'est un groupe de protection sociale, ce qui veut dire que nous gérons aussi bien la retraite complémentaire des salariés qu'une certaine forme d'assurance de personnes au travers de la mutuelle, de la prévoyance, éventuellement de l'épargne retraite. Donc, ce qui fait de nous, finalement, un acteur de la vie, puisque nous intervenons sur l'ensemble des situations de vie d'une personne, et y compris dans son vieillissement. Donc, la spécificité de notre groupe et de tous les GPS en France, c'est que nous sommes à but non lucratif et à gestion paritaire. Ce qui me permet, moi, en tant que directrice d'action sociale, de bénéficier d'un fonds important d'action sociale et qui est géré par des commissions formées d'administrateurs paritaires et qui nous permettent d'aider des associations dans différents domaines. Et bien sûr, puisque nous sommes garants de prestations de prévoyance, le handicap est tout naturellement un de nos domaines d'intervention. Alors, notre partenariat avec Intégrance nous garantit aussi d'avoir une lecture attentive des projets qui nous arrivent. Et ce que nous souhaitons faire, et là je répondrai à Madame Prado, nous ce que nous souhaitons c'est être très pragmatique sur les demandes et non pas repartir sur des considérations, des discours, etc. Nous intervenons auprès des associations qui nous sollicitent, essentiellement sur la région Rhône-Alpes, mais nous pouvons intervenir en national, comme nous le faisons avec le Fonds Handicap, mais également avec Andéo, où nous avons participé à la labellisation des services à la personne et actuellement sur l'Observatoire des aides humaines. Nous, ce que nous voulons, c'est pouvoir apporter à ces associations qui sont porteuses de projets et expertes en leur domaine l'accompagnement financier dont nous disposons, de façon à permettre une sorte de starter sur de nouvelles pratiques d'accompagnement du handicap et d'accompagnement du vieillissement en situation de handicap. Nous sommes aussi gestionnaires d'EHPAD dans le parc médico-social Agirc-Arrco et nous accompagnons des projets aussi plus à destination d'aide aux aidants, comme des maisons de répit, des villages de répit, etc. Juste ce que je voulais dire aussi, c'est que nous animons sur nos territoires des groupes de bonne volonté en ce qui concerne par exemple l'adaptation de l'habitat. Et notamment, nous allons solliciter les bailleurs sociaux pour que dans les programmes neufs comme dans les programmes anciens, on puisse identifier un certain nombre d'appartements adaptés et les mettre après à disposition des personnes qui nous contactent pour cette accession. Voilà. On a aussi en cours un grand projet qui est de permettre justement dans ce moment de vie à domicile, c'est de bénéficier de l'apport de la nouvelle technologie pour tout ce qui est des relais d'aide à la personne, mais également des adaptations de la vie grâce à ces nouvelles technologies. Donc nous travaillons beaucoup aussi là-dessus. Voilà, je crois que c'est ce qu'on pouvait dire de nos interventions, qui sont nombreuses et qu'on espère, encore une fois, très pragmatiques. Elles sont nombreuses, pragmatiques, mais efficaces aussi. Et j'avoue que le Fonds Handicap et Société compte beaucoup sur cette présence d'Apicil qui porte vraiment le souci des personnes qui avancent en âge. Merci Nathalie Gâteau. Alors, ces dames, vous avez parlé, il faut passer à la parité, mais elle n'est pas bien représentée, la parité ici. Hein. Nous sommes 3 contre 4, mais bon,
je ne sais pas où est la qualité, elle sera peut-être d'un côté plus que de l'autre. Donc, docteur Calmel, il y a longtemps que vous travaillez dans le secteur, longtemps que nous connaissons, et vous êtes spécialisé en médecine physique, en réadaptation. Après tout ce qui a été dit, quelles sont vos réflexions? Et je sais que vous en avez toujours des réflexions intéressantes. À vous. Merci. Merci beaucoup. Alors, pour me présenter, je suis médecin de rééducation fonctionnelle. J'exerce au CHU de Saint-Étienne depuis une trentaine d'années. Oui. C'est comme ça, M. Baruch, que nous sommes connus. J'ai deux éléments dont je voudrais parler. Le premier un peu, c'est que j'ai eu l'opportunité, il y a quelques années, d'avoir une mission sur le territoire sanitaire, de l'organisation d'une part des soins de suite et de la problématique de l'aval par rapport aux problèmes sanitaires globalement et de sortie d'hospitalisation. Et ceci m'a donné l'occasion, d'une part, de travailler avec l'ensemble du secteur médico-social, et en particulier du secteur médico-social concernant le handicap et la personne handicapée. Alors je rappelle un peu cette expérience parce que ça nous a permis de constituer un groupe de travail et de réflexion que l'on anime depuis 7 ou 8 ans, qui se réunit régulièrement, qui travaille, qui est à l'origine d'une part pour porter des projets au niveau du département, dans le cadre du schéma handicap du département. Et nous avons porté avec ce groupe des réflexions sur l'accueil temporaire et actuellement sur l'accueil de jour. Et puis surtout, ça a permis à tous les acteurs de travailler ensemble dans la prise en charge de ces personnes, avec un lien assez fort entre le sanitaire et le médico-social, sachant que nous sommes le seul service de rééducation fonctionnelle sur le sud du département, donc assez facile à identifier avec les autres acteurs du domicile ou les acteurs institutionnels. Et puis nous avons pu, dans cette réflexion, créer même un groupe avec le Conseil général et la MDPH qui nous permet de se réunir et d'étudier les situations complexes et difficiles, tant sur le plan du parcours de soins, de l'accueil de certaines personnes un peu en difficulté, mais aussi de la difficulté parfois que l'on peut avoir, vous le savez, par ces séparations qu'il y a entre les différentes organisations, et donc de mettre à contribution parfois ARS, Conseil général et MDPH sur des situations complexes et des financements. Et je pense par exemple au retour de sortie de réa d'un jeune garçon autiste qui était en foyer pour lequel se posait le problème de trachéotomie, où on a pu régler des situations d'accompagnement associant institutions, SAMSA et différentes autres solutions. Donc ça, c'était un peu l'expérience actuelle, plus récente pour moi, de ce travail de réseau et de réflexion de parcours. Et nous essayons, avec tous ces établissements qui y contribuent, justement à réfléchir sur le parcours des personnes. Et la question du vieillissement se pose bien sûr dans ce parcours, mais comme d'autres situations, comme vous savez, le répit, l'accueil temporaire ou différentes autres possibilités. La deuxième chose que je voudrais dire ici, c'est alors plus le côté médical. Je pense que c'est important, on l'avait évoqué dans le travail qui avait été fait sur le rapport de M. Goyer lorsqu'il était venu, c'est quand même la surveillance médicale de toutes ces personnes, de ces jeunes personnes qui vieillissent et qui ont un handicap. J'insiste beaucoup là-dessus, ça me paraît probablement pour vous tous très évident, mais c'est pas toujours évident quand même pour l'ensemble de la collectivité, c'est sûr, et même pas pour l'ensemble de la collectivité médicale et de soins. C'est important. Hier, j'étais dans un foyer d'accueil médical, dans une masse, pardon, et on rediscutait ça puisqu'on avait une rencontre avec les familles hier après-midi, et de cette problématique même, qu'il puisse y avoir un suivi adapté par le médecin traitant, qui reste quand même le médecin référent, en particulier lorsque c'est à domicile. Et il était même difficile d'imaginer, alors que c'est quand même pour la plupart des gens assez simple, d'envisager une fois, peut-être tous les 2 ans, un bilan médical complet, comme on peut le faire à un certain âge pour un certain nombre de personnes, tout venant. Vous le savez comme moi, il y a parfois de la méconnaissance, de la crainte, enfin plein d'éléments qui font que ces éléments sont difficiles. Le message, nous, que l'on veut faire passer, c'est qu'il faut qu'il y ait un suivi médical.
vous le savez bien, un suivi médical généraliste, bien sûr, parce que la personne handicapée vieillissante va avoir un certain nombre d'affections, et vous savez que selon la situation, elles seront d'autant plus difficiles à détecter, parfois de ce fait d'autant plus difficiles à diagnostiquer, à traiter, et que se posent plein de questions par rapport à certains traitements et certaines situations. Et je pense particulièrement à la survenue de cancer, mais comme on le fait pour d'autres populations, il y a quand même un suivi systématisé qui doit être exercé. La deuxième chose, c'est un suivi spécialisé. D'une part, parce que selon les pathologies, il peut y avoir une évolution liée à l'affection, à l'origine du handicap, qui, avec l'âge, est parfois plutôt connue de certains spécialistes et pas toujours connue des généralistes. Et je pense, moi, à certaines situations, en particulier par rapport aux troubles fonctionnels, aux troubles de marche, à la perte de marche. Et je pense souvent, parce que c'est un diagnostic que nous on fait souvent, qui sont les myélopathies cervicales, par exemple, chez certains infirmes moteurs, où il peut y avoir plein d'éléments qui vont bien sûr du déficit neurologique, mais surtout à des douleurs neurologiques très redoutables et très difficiles à traiter, pour lesquelles il faut savoir y penser. Et savoir y penser, c'est déjà savoir que ça existe. Et puis la troisième chose, bien sûr, dans le handicap, c'est l'évolution même du handicap, les pertes locomotrices, les pertes motrices, les pertes au niveau digestif, viscéral, urinaire, les complications qu'il peut y avoir et qui, elles aussi, nécessitent une surveillance spécialisée. C'est une réflexion importante et dans le cadre du groupe, parce qu'on a vu cette opportunité, on avait un peu mis en place ce qu'on appelle une unité mobile. Et au départ, pour bien comprendre un peu le fonctionnement de toutes ces personnes, on avait décidé d'aller à la demande en institution, éventuellement à domicile avec certains réseaux, auprès de personnes handicapées. Et petit à petit, on a essayé de structurer cela avec le fait qu'il puisse y avoir tous les mois ou tous les 2 mois dans chaque établissement la possibilité d'un médecin spécialiste pour voir ces personnes. Alors enfants, on avait moins de difficultés, ça existait depuis longtemps. Adultes, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des médecins. On est un peu confronté, bien sûr, à la pénurie parfois de médecins pour ce type d'activité. Et à partir de là, ce qui nous permet de voir les personnes handicapées dans leur cadre de vie, avec leurs accompagnants, leurs aidants, leur famille, ce qui est quand même beaucoup plus aidant et confortable que de les voir en consultation en 30 minutes, où on est quand même parfois un peu contraint. Ça nous permet, je veux dire, d'évoluer, de faire des projets thérapeutiques, quitte ensuite à organiser un accueil dans nos services, avec surtout une préparation de l'accueil, parce que tout à l'heure j'entendais évoquer la problématique des SSR ou de l'hôpital, et vous savez aussi parfois la difficulté d'accueil de ces personnes dans un certain nombre de services hospitaliers, compte tenu des difficultés ou de l'accompagnement particulier que cela nécessite. J'en profite juste pour faire une remarque aussi, quelque chose qui me paraît intéressant, c'est qu'il existe un Rhône-Alpes, sur Annecy, un Handi-Consult, parce que, comme vous le savez aussi, il y a parfois des difficultés d'accès à tous les spécialistes, même au sein de l'hôpital de temps en temps, et donc il y a eu une expérience qui est développée depuis quelques temps pour accueillir les personnes handicapées et voir tous les spécialistes au sein de l'hôpital. Bon, mais si je comprends bien, vous avez insisté sur le suivi médical. Et si je comprends bien, ce suivi médical n'est pas fait par une seule personne, il est fait par une équipe. Est-ce que vous pouvez nous dire l'importance de l'équipe dans ce suivi médical? Alors, j'insiste beaucoup, le suivi médical, il est d'abord centré sur le médecin traitant. C'est important, bien sûr. Mais vous savez que ce n'est pas toujours facile. D'abord, encore une fois, de voir le médecin traitant qui se déplace. La difficulté de toutes les maladies chroniques, c'est que le médecin traitant, je vais dire, ou le médecin d'ailleurs en général, il gère que la maladie chronique, il renouvelle les traitements, c'est un peu de manière usuelle. Or, le médecin traitant, il doit intervenir aussi pour ses patients, avec la même préoccupation que pour tout un chacun sur une approche préventive. Et il est peut-être nécessaire de temps en temps de faire un bilan biologique, tout simplement, de regarder s'il n'y a pas, de prendre la tension, de regarder s'il n'y a pas de cancer, de tumeur, de choses comme ça. Et ça nécessite un examen. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose est un avis spécialisé. Alors pour ma part, nous, on est médecins de rééducation et on s'intéresse essentiellement à tout ce qui est handicap moteur, neuromoteur. Mais il y a, selon les handicaps, un suivi de spécialistes qui est nécessaire et qui doit être envisagé en fonction des pathologies de manière régulière et en tous les cas attentif, probablement, avec le vieillissement. Pour répondre à ce qu'a dit M. Aquino tout à l'heure, quand il a parlé de l'importance de la prévention,
le rôle du médecin traitant doit être très important dans ce cas-là. Alors, il est central, hein, vous le savez aujourd'hui, un peu dans l'organisation. Il est parfois difficile par rapport à cette population, hein, vous le savez aussi. Mais je pense s'il y a une action à faire, c'est en tous les cas au moins de sensibiliser les médecins traitants sur ces questions-là, et en travail ou en collaboration, bien sûr, avec les spécialistes. Mais je pense que c'est vrai. Mais ce problème de la maladie chronique, on le voit même, j'allais dire, sur du handicap acquis grave, où il y a parfois des suivis spécialisés, voire multispécialisés, et où peut-être le médecin traitant se sent un petit peu dépossédé de la prise en charge. Paul Calmel, merci pour toutes ces informations, et on sent bien là tout le sérieux que vous apportez dans votre travail, et j'en ai été témoin pendant des années. Je crois que c'est vraiment remarquable, et merci d'être là. Monsieur Chaussy, je vous ai cité tout à l'heure. Je vous ai dit que vous avez joué un rôle important dans la préparation de la loi de 2005, et je sais qu'à ce moment-là, vous étiez très accroché aux mots. Et vous aviez demandé effectivement que dans la loi, il y ait le terme accompagnement. Et ça montrait très bien tout le sens que vous voulez mettre à la loi. Et effectivement, dans cette loi, ce qu'on peut retenir, et ce que je retiens personnellement le plus, c'est que c'était la première fois que nous avions une définition de l'handicap. Il n'y avait jamais eu dans la loi 75 et avant, une définition de l'handicap. Et là, on voit bien, et le rapport de Patrick Goé et d'Aquino le montre bien, l'handicap, c'est la conjonction des déficiences et de l'environnement. Effectivement, l'environnement est aussi facteur d'handicap, et je vous laisse la parole, car je sais que vous êtes intarissable sur le sujet et que vous êtes très motivé pour nous en parler. Monsieur Chaussy, on dit dans le programme, vous êtes président du GRAT, mais moi je vois plus en vous l'homme politique, le député, qui s'est vraiment engagé dans cette loi. Merci d'être parmi nous. Merci Jean de me faire partager cette table ronde. Pour me présenter, effectivement, j'ai été pendant quelques années, pendant 4 mandats en fait, député du département de la Loire. Et j'ai interrompu mon mandat volontairement. Non pas pour me consacrer au GRAT, au groupe de réflexion et réseau pour l'accueil temporaire, mais on m'a aussi demandé après de devenir président de cette association, ce que j'ai accepté. C'est peut-être à ce titre-là que j'ai été invité aujourd'hui. Pour aller plus loin dans la présentation, je fais partie des gens, comme le disait M. Aquino tout à l'heure, qui se sentent toujours jeunes, de plus en plus jeunes, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, ceci est... Vous savez que les vieilles souches gardent bien le feu. Là, du coup, j'en ai pris un... Plaf. C'est un proverbe africain. Oui. Alors... Jean, vous m'en auriez voulu que vous n'auriez pas dit autrement les choses. C'est vrai que j'ai pris un coup de vieux, quoi. Il faut dire des choses comme ça. Bien. Alors, ceci étant dit, moi, je suis venu ici, et mon premier plaisir en rentrant dans la salle, c'est d'entendre Christelle Prado en appeler au sursaut citoyen. Et ça a un sens, même et surtout quand on parle du handicap. Un sursaut citoyen pour faire quoi? D'abord, pour se dire, il faut permettre aux personnes handicapées vieillissantes de vieillir le plus près possible de leur domicile, à leur domicile, si possible, et surtout en France, dans leur pays. Alors qu'on le sait bien, et je vais ouvrir ici une parenthèse que je refermerai assez vite, mais malgré tout, on le sait bien, comme on est en déficit de place en France, et ça c'est l'état des lieux. On est en déficit de place en France. On va chercher des places d'accueil ou d'accompagnement en Belgique. Bien sûr, ici, chacun sait ce que cela veut dire. Le prix de journée est payé par la France, et la France se défausse ainsi des personnes handicapées vieillissantes, y compris vieillissantes, ça s'adresse aussi à de tout jeunes enfants handicapés, qui sont accueillis là-bas dans de bonnes conditions.
mais avec un éloignement certain. Et encore, j'ai eu l'occasion, et Christelle peut-être aussi, de visiter des établissements. J'ai rencontré en Belgique le pire, et j'ai rencontré aussi le meilleur. Le pire, c'est un établissement où il y a encore un dortoir de 80 lits. C'est du Moyen-Âge en France, on n'en parle plus. Enfin, vous qui êtes gestionnaire d'établissement, vous savez ce que cela veut dire. Donc voilà, l'état des lieux, il est dramatique, parce qu'il y a encore cette vérité-là, qu'on occulte un peu, dont on ne parle pas, ou dont on parle peu. Mais il faut des voix fortes, comme celle de Christelle Prado, pour, à travers son association, dénoncer cette anomalie, cette hypocrisie. Le prix de journée est payé par la France pour accueillir des résidents français en Belgique, et les établissements, bien sûr, emploient exclusivement du personnel belge, quelque chose comme 5000 emplois autour des personnes accueillies. Je lance ça à votre réflexion, certains le connaissent déjà, ce problème, mais je crois qu'il faut continuer à se mobiliser, à se motiver pour faire en sorte qu'ici en France, on trouve les meilleures solutions possibles. Alors, je peux faire de la sémantique, Jean, et dire que j'ai bu du petit lait tout au long des discussions que j'ai entendues, parce qu'effectivement, on a parlé de l'accompagnement de la personne handicapée et de la personne handicapée vieillissante, son accompagnement. On a parlé longtemps, et dans la loi, du projet de vie. Mais de plus en plus, on évoque maintenant le parcours de vie. Ça va dans le même sens, mais ce n'est pas la même chose. Le parcours de vie, c'est quelque chose qui est évolutif. Le projet de vie, c'est quelque chose dont on peut rêver un jour, mais c'est un projet qu'on se fixe et qu'on ne peut pas forcément réaliser. Le parcours de vie, c'est l'accompagnement qu'on va donner à chaque personne tout au long de son existence, tout au long de sa vie. Et bien entendu, je le dis souvent et je le redis, il est temps maintenant de passer de la prise en compte de la personne plutôt que de la prise en charge. La prise en charge, ça évoque chez moi à chaque fois l'idée d'un fardeau, de quelque chose de lourd, d'encombrant, qu'on porte, dont on a la charge. C'est pénible, c'est difficile. La prise en compte, ça prend toutes les potentialités de la personne en compte, justement. Ça prend la personne dans sa dimension totale. C'est une prise en compte, y compris financière, de la personne. C'est une prise en compte dans ses affinités, dans ses potentialités, dans ses souhaits, dans ses difficultés. C'est pas la même approche, et de plus en plus, le personnel des établissements, les dirigeants des établissements, les associations qui entourent les personnes handicapées parlent de cette prise en compte de la personne. Alors voilà que ça me réjouit de l'avoir entendu dire tout à l'heure, mais si je suis ici, c'est pour évoquer les possibilités données par l'accueil temporaire, le GRAT, le groupe de réflexion sur l'accueil temporaire. C'est une petite vision des choses, mais vous allez voir que ça peut aider pas mal à l'accompagnement des personnes en situation difficile. D'abord, l'accueil temporaire, vous le savez, c'est fait en direction des personnes concernées, c'est fait aussi en direction des aidants de la personne, et c'est important de pouvoir donner, par l'accueil temporaire, un moment de répit aux aidants, aux accompagnants, comme c'est fait aussi pour permettre à la personne directement concernée, handicapée, âgée aussi, de trouver un autre espace de vie, le temps qu'il faut pour se ressaisir, pour se ressourcer, pour envisager le parcours de vie. Alors il existe, pas assez à mon gré, des établissements dédiés, entièrement dédiés à l'accueil temporaire. Il existe beaucoup de places d'accueil temporaire essaimées dans les établissements, et la gestion en est assez difficile, et puis facilement détournable dans son intention, parce que les places essaimées dans les établissements servent souvent de sas d'entrée dans l'établissement, et non pas d'accueil temporaire de première nécessité. Alors c'est quelque chose sur lequel le GRAT milite, c'est créer le maximum d'établissements dédiés à l'accueil temporaire. Mais on se heurte à d'autres obstacles. Un des premiers obstacles dans l'accueil temporaire, c'est le parcours du combattant qu'il faut mettre en route pour pouvoir trouver des places d'accueil temporaire. On ne sait pas où elles se trouvent, ces places d'accueil, on ne sait pas comment les obtenir, et même pour les obtenir, on est réduit à des demandes d'autorisation ou à des autorisations des MDPH ou des maisons départementales de l'autonomie.
Faisons en sorte qu'il y ait un climat de confiance, une confiance entre les gestionnaires des établissements et les autorités, pour qu'on puisse se priver de cette autorisation quand on est dans une urgence, quand on est dans un cas désespéré qu'il faut régler tout de suite. Si on met en route toute la machine administrative, on perd beaucoup de temps pour que la personne trouve ses solutions. Alors imaginons qu'on n'ait plus besoin pour l'accueil temporaire d'autorisation préalable, que ça se fasse sur la confiance. La confiance, ça n'exclut pas le contrôle, évidemment, mais ça permet de réagir vite. Ça permet aussi de répondre, et je le vois un peu comme ça, à ces cas désespérés qu'on rencontre et qui n'ont pas de solution. Ça permet aussi d'envisager l'urgence médico-sociale. On parle de l'urgence pédiatrique, on parle de l'urgence gériatrique, on parle de tout un tas d'urgences, l'urgence médicale. On n'envisage pas encore en France, de façon structurelle, l'urgence médico-sociale. Et pourtant, elle existe, cette urgence-là. Enfin, chacun d'entre vous ici, gestionnaire ou collaborateur d'une maison spécialisée, sait ce que c'est que le médico-social dans son urgence. Et il n'y a pas de réponse, parce qu'on est là encore, trop souvent, trop longtemps, confronté à ces problèmes administratifs. Pour que la personne puisse aller le plus loin possible et le mieux possible dans son parcours de vie, on peut développer, et on essaie de développer, c'est le côté militant du GRAT, du groupe que je préside, l'accueil temporaire à domicile. Dans certains pays, et même en France, il y a eu des expériences qu'on appelait le baluchonnage. Et puis ça s'est heurté à des difficultés administratives encore, et à des réglementations qui sont en train de s'effacer avec la première lecture à l'Assemblée nationale du texte, qui permet maintenant de voir un peu mieux les choses et de permettre de travailler plus longtemps au chevet ou à côté de la personne. Ça, c'est une approche législative qui est en train de se mettre en place. Mais l'accueil temporaire à domicile, ça peut se faire à moyens constants. On sait que l'accueil temporaire, c'est 90 jours. Si on décline cet accueil temporaire d'une autre manière, on peut se dire que ça peut correspondre à 6 heures d'accompagnement temporaire par jour auprès de la personne chez elle, à moyens constants. Et ça n'exclut pas d'ailleurs d'utiliser quelques jours d'accueil temporaire institutionnel, on va dire. Alors il y a des pistes comme celle-ci, mais une piste importante qu'il faut développer, c'est l'information. On ne sait pas, je le disais tout à l'heure, où sont vraiment les places temporaires disponibles. Alors il faut des outils pour ça. Alors, le GRAT a inventé un logiciel, il s'appelle le logiciel Sarah, qui permet en temps et en heure de savoir où se trouvent les places disponibles. Est-ce que c'est plus facile d'utiliser un moyen comme celui-ci que de téléphoner un peu partout pour savoir s'il y a des disponibilités ? Il faudra qu'on puisse utiliser ce genre de moyens pour répondre de façon plus rapide aux personnes qui sont dans cette nécessité-là, dans cette attente-là. Voilà ce que, Jean, je pouvais dire rapidement, mais je crois beaucoup à la volonté d'engagement pour que ce sursaut citoyen, Christelle, serve à quelque chose. On sait à qui il va servir. Il doit servir aux personnes handicapées vieillissantes, pour qu'elles trouvent leur place, pour qu'elles continuent à avoir leur place dans la société. Mais ça passe par une motivation, une mobilisation militante, et c'est le travail des associations. Je vous remercie en tout cas, vous tous et vous toutes, de participer à cette approche-là, à cet accompagnement nécessaire, de participer à cette prise en compte de la personne handicapée. Merci. Quelle motivation, quelle compétence, et compétence dans la durée, car c'est un engagement que vous menez depuis longtemps. Et je crois que les questions que vous nous avez posées, et en particulier nous montrer toute l'importance de l'accueil temporaire, a pu éclairer la salle. Et je vais laisser la parole à la salle maintenant,
si des gens ont des questions à poser aux membres de la table ronde, vous pouvez le faire maintenant, mais je crois qu'il faut passer des micros. Qui veut prendre la parole ? Allez, le premier, vous vous présentez. Alors, on peut poser des questions soit à Christelle Prado, soit au docteur Aquino. Personne ne veut poser une question ? Si, ici devant. Alors, Christelle, on va laisser les gens après. Bon, une personne, là devant, après monsieur, levez-vous et présentez-vous. Donc bonjour, je suis Béatrice Mercier, je suis éducatrice dans un service d'accompagnement à la vie sociale à Nancy, en Meurthe-et-Moselle. Parlez plus fort, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Donc ma question, elle est autour du choix des mots. Il a été beaucoup question de choix des mots et du sens des mots. Et je me demande pourquoi on continue à utiliser beaucoup plus le terme personne handicapée et qu'on a du mal à utiliser personne en situation de handicap. Donc j'ai entendu surtout Madame Dange qui l'a utilisé beaucoup et voilà, ça m'interroge. Moi-même, je le reconnais dans ma profession, il y a beaucoup de personnes on a du mal tous, peut-être parce que c'est long, mais pour moi, il y a une réelle différence. Écoutez, je vais demander aux législateurs de répondre. Merci. Parce que le terme en situation de handicap n'est pas dans la loi. Non. Deux choses. D'abord, ce n'est pas dans le titre de la loi. C'est une loi qui s'adresse aux personnes handicapées, et cette loi s'adresse aux personnes handicapées à la demande des associations qui se préoccupent des personnes handicapées. Pourquoi on n'a pas choisi, on ne s'est pas arrêté sur la situation de handicap? Parce que j'étais rapporteur de la loi, hein, donc ça a usé des heures de discussion, mais en même temps c'était intéressant. Pourquoi on ne s'est pas arrêté sur situation de handicap et qu'on est resté clivé sur personnes handicapées? Parce que, je vais l'expliquer comme je le fais d'habitude. La situation de handicap, la situation, c'est quelque chose de passager, de provisoire. Je peux être en situation de handicap en sortant de cette salle parce que je vais me fouler la cheville. Pour autant, je ne serai pas handicapé parce qu'aussi vite après que j'aurai retrouvé l'usage de mes deux jambes, je ferai ce que je fais depuis longtemps, une marche quotidienne. Je serai donc en situation de handicap passagère. Si je quitte mes lunettes, je suis en situation de handicap. Si je les remets, je vois clair comme... bon. Ça, c'est une chose. Et donc, cette situation était un événement passager dans la vie. Alors qu'être une personne handicapée, c'est un état réel. Et puis, c'est appelé, on dit ça de façon courante, et je ne veux pas associer cette idée, mais un chat, un chat. On est personne handicapée. On a une existence en tant que telle. Après ça, je vais aller plus loin. Si on avait accepté le terme de situation de handicap, certaines personnes auraient pu faire des recours en se disant que je suis en situation de handicap social. Et à ce moment-là, je demande à ce que la PCH, à ce que ceci, à ce que cela me soit attribué parce que je suis reconnu comme étant une personne en situation de handicap, en ajoutant social. C'est pour cette raison, c'est une des raisons essentielles qui a fait qu'on est resté sur ce que nous avaient demandé les associations à l'époque. C'est les associations qui ont fait le titre de la loi, ce n'est pas le législateur. Le législateur n'a porté cette loi auprès des ministres et à l'Assemblée nationale que parce que les associations y avaient travaillé. Cette loi, ce n'est pas la loi du rapporteur, c'est la loi des associations. Ce sont les utilisateurs de la loi qui ont dit au législateur, voilà ce que l'on attend, voilà ce que l'on souhaite, voilà ce que l'on voudrait, et quelquefois voilà ce que l'on veut. N'est-ce pas, Christelle ? Et ça, c'est difficile de dire on ne veut pas entendre ce que nous demandent les associations, puisque ces associations-là parlent au nom de ceux pour lesquels le texte était fait. Donc ça a été fait pour des personnes handicapées et non pas pour des personnes en situation de handicap. C'est de la sémantique, je vous l'accorde, mais en même temps, ça a un sens. Oui, mais il faut se reporter à ce que je disais tout à l'heure, à la définition de l'handicap, qui est important. Hein ?
Christelle, monsieur, allez-y. Et après, au centre. Merci. Jean-Claude Catelli, président de la RPUI du 93. Une question plutôt pratico-pratique à Madame Pinault et à Madame... Parlez plus fort, je vous prie. Question pratico-pratique à Madame Pinault et à Madame Labroisy. Comment avez-vous eu l'idée de vous rapprocher l'une de l'autre? Et une deuxième question, comment l'ARS pour les deux unités ont vu spécifiquement les financements de faire dans un EHPAD une unité, une section, une partie pour personnes handicapées? Merci. Alors je dirais tout d'abord, c'est naturellement que quand j'ai pris ce poste, moi, il y a 3 ans, je suis allée chercher aussi vers les EHPAD de la compétence. De la compétence en matière de prévention, par exemple, de l'alimentation pour les personnes âgées, pour vraiment prendre en compte le sujet âgé en complément, je dirais, de ce que nous pouvions faire en matière d'accompagnement. Puis, comme on l'a dit, les liens se sont faits comme ça. Et après, les liens ils se sont faits aussi par rapport à notre proximité. On a dit qu'on était des habitants du territoire. Notre maire savait nous le rappeler. Et en tant qu'habitant du territoire de génération commune, puisque à l'EHPAD, puisque la MAFA, j'ai dit qu'on avait des personnes, une partie quand même de la population qui avait plus de 75 ans, il y avait vraiment besoin aussi de créer des activités communes au titre de l'intégration. Et donc on a commencé tout simplement comme ça. Et la pertinence du travail en commun, elle est née aussi du besoin de médicalisation d'un certain nombre d'accompagnements et notre volonté aussi au niveau de l'association qu'il n'y ait pas de rupture, ou tout au moins d'éviter encore dans cette logique de parcours une rupture liée au besoin de médicalisation. L'établissement n'est que partiellement médicalisé, donc 10 places sur 40. Il est clair que l'accompagnement, toutes les problématiques qu'ont pu souligner le docteur Calmès, nous les connaissons bien, consultations spécialisées, etc., difficultés d'accès, problèmes de compliance aux soins, difficultés d'accès aux consultations en 10 soins puisqu'elles sont à 200 km de chez nous, etc. etc. Donc l'accompagnement aux soins, c'est une problématique vraiment continue chez nous. Et ce qu'on a souhaité aussi trouver dans ce partenariat, c'est ça, c'est prolonger encore l'accompagnement, éviter cette rupture dans le parcours de la personne, parce que l'EHPAD a des solutions aussi médicalisées plus importantes que nous, quoi. Voilà. Merci, madame. Pour compléter la réponse de Laurence, vous savez, dans un premier temps, c'est tout simplement des relations de bon voisinage. Il n'y a pas besoin de faire beaucoup de théorie là-dessus. Je vous ai dit qu'on était voisins, mais on est vraiment voisins. C'est-à-dire que le trottoir, il est là, je lève la tête et je vois la MAFA et vice-versa. Donc on est là dans une relation classique de citoyens habitant un même environnement. Après, vous posiez la question sur les financements de l'ARS. Rassurez-vous, c'est loin d'être réglé, mais on progresse. Le département dans lequel on travaille, le département des Deux-Sèvres, est actuellement en train de retoiletter son schéma gérontologique qui est arrivé à son terme et son schéma handicap qui est aussi arrivé à son terme et est en train de réfléchir avec l'ensemble des professionnels de terrain sur la construction d'un nouveau schéma sur l'autonomie. Et bien évidemment, au travers des réflexions qui sont menées dans ce cadre-là depuis 18 mois maintenant, Laurence, il y a différents groupes de travail qui se sont créés. Donc stratégiquement pour nous, c'était important et l'une et l'autre d'y être impliquées. Et donc, même si rien n'est réglé, on a une ARS locale, donc Poitou-Charentes, qui a décidé de lancer un appel à projet. C'est comme ça que c'est parti, le 28 février dernier. Auprès des EHPAD qui étaient susceptibles de déposer des projets d'accueil pour personnes handicapées. Donc nous l'avons fait au regard du travail qui était mené depuis 2 ans. Nous avons, nous, ciblé l'accueil de personnes handicapées mentales dépendantes. Donc l'idée, c'est aussi que l'EHPAD que je dirige puisse ajouter de la plus-value à l'accompagnement de la personne handicapée. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc, quand je dis c'est loin d'être réglé, parce qu'aujourd'hui, accueillir 6 personnes dans l'enveloppe dédiée au niveau du Conseil général, c'est 52 000 €, si je ne m'abuse.
L'ARS, Agence régionale de santé, nous dit si vous augmentez, alors excusez-moi, je vais un peu parler jargon pour toutes les personnes qui sont dans la salle, mais je vais essayer de le faire le moins possible. Si vous augmentez votre niveau de dépendance, vous savez, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait qu'il fallait qu'on travaille aussi avec des outils qui mesurent la dépendance ou qui mesurent l'autonomie. Donc on nous dit, nous à l'EHPAD, l'ARS, si vous augmentez vos niveaux de dépendance par l'accueil de public, quel qu'il soit, que ce soit des personnes handicapées ou autres, on recalculera votre dotation. Voilà. Mais on ne prend pas du tout en compte la spécificité et le besoin particulier et personnalisé d'un accueil de personnes handicapées. On réagit par rapport à une règle généraliste au niveau des textes. Donc, vous voyez, le problème est loin d'être réglé, mais on est quand même prêt à y aller pour pouvoir, une fois qu'on va être dedans, continuer à faire évoluer la situation de l'intérieur. Bravo, vous avez encore la patate, c'est bien. Bon, Christelle, tu demandes la parole et après au centre, quelqu'un a demandé la parole. Pardon, oui, c'était pas une question, c'était un petit oubli. Lors de mon propos, on parle beaucoup de personnes qui vivent en établissement ou qui vivent en famille, mais il y a aussi des personnes handicapées qui vivent dans un domicile autonome. Et notre pays pourrait faire des économies en permettant que les services d'accompagnement à la vie sociale n'aient pas un agrément qui s'arrête à 60 ans, mais qui puisse aller au-delà des 60 ans, ce qui permettrait à ces personnes de continuer à vivre à leur domicile, et là, à moindre coût, puisque n'ayant pas la nécessité d'être institutionnalisées. J'avais oublié, et je pense que, en plus, comme c'est une bonne mesure économique, on peut la pousser tous ensemble. Voilà. Ce qui est dit est dit. Bravo. Une personne a demandé la parole au centre. Attendez. Monsieur, et après là-bas au fond. Allez-y. Non, allez-y. Présentez-vous. Non, excusez-moi. Rosine Tourout de l'UNAFAM. L'UNAFAM. Oui, l'UNAFAM. Allez-y. Donc, Monsieur Chaussy, vous avez parlé d'urgence médico-sociale et vous avez raconté lors de vos visites en Belgique que vous aviez vu le pire, c'était un dortoir de 80 places. Pour nous, le pire, c'est aujourd'hui en France des milliers de personnes qui sont malades psychiques graves, qui sont passées par la psychiatrie, qui souffrent d'un handicap extrêmement invalidant et qui sont abandonnées à la rue. Oui. Elles sont dans nos rues, dans l'indifférence la plus totale. Ce sont les grands exclus de notre société. Donc là, on a non pas seulement une urgence médico-sociale, on a aussi une urgence sanitaire. Et ça, je voudrais bien qu'on n'oublie pas ces gens-là. Parce que personne n'en parle. On les croise. Quand on circule à Paris, on en croise à tout coin de rue, dans le métro, partout. Ce sont des grands malades abandonnés. C'est les grands exclus de notre société. Et ça, c'est un vrai scandale. Bravo. Pour compléter votre témoignage, auquel je participe pleinement, la loi de 2005 a tenu compte pour la première fois de la maladie psychique dans l'énoncé du handicap. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la loi s'adresse aussi, bien entendu, aux personnes qui sont porteuses de maladies psychiques. Alors je sais bien que, comme on le dit souvent, rien n'est facile, comme on l'a entendu dire il n'y a pas longtemps, rien n'est facile, mais malgré tout, cette loi peut être appliquée en direction des personnes porteuses de maladies psychiques, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. C'est une réponse qui ne vous satisfait pas, je le sais, mais qui au moins donne la possibilité d'interpeller les pouvoirs publics en leur disant « la loi existe, elle doit être mise en place », y compris pour ce type de personnes qui doivent être accompagnées mieux que les autres peut-être, plus proches que les autres. Plus compliqué pour les accompagner, vous le savez bien. Vous pourriez rajouter, madame, que l'UNAFAM porte ce souci depuis longtemps, et je pensais que vous alliez nous dire que vous avez été, l'UNAFAM était initiatrice de... Allez-y, dites-nous, parce que c'est important. Je veux que oui,
c'est l'UNAFAM, entre autres, qui a combattu pendant des années, même déjà en 1975, pour que le handicap d'origine psychique soit reconnu. Donc, effectivement, c'est un long combat que nous menons. Nous continuons aujourd'hui, puisque moi-même, je suis aujourd'hui vice-présidente de l'UNAFAM en charge de tout ce qui est handicap. Donc, nous continuons ce combat. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Ça, c'est très important, mais j'en parlerai cet après-midi, puisque j'interviendrai à la table ronde. Oui, mais vous avez suscité la création, dites le mot. De quoi ? Des clubs... Ah, la création des GEM, des groupes d'entraide mutuelle. Voilà. Oui, bien entendu, c'est issu de la loi de 2005. Qui sont dans la loi. Ils sont dans la loi, mais ils s'adressent à une certaine population qui est déjà stabilisée, qui a déjà une certaine autonomie, c'est pas à tout public. D'accord, d'accord. Mais c'est important. C'est important, parce que ça résout une partie du problème. Ça résout une partie du problème. Enfin, non. Voilà, Non, je on crois en parlera. Il y avait une question vers le fond. Il y en a deux. Alors attendez, on a encore deux questions, parce qu'après nous allons passer à la diffusion du film. Alors, madame, présentez-vous. Maëlle Bouvier, je travaille pour le cabinet Nice Conseil, qui est spécialisé dans l'élaboration et l'évaluation des politiques publiques médico-sociales. Pour réagir sur ce qui a été dit sur l'accueil d'urgence, je voulais juste faire part d'une expérience qui existe dans le Haut-Rhin, à savoir la signature d'une convention entre la MDPH et un foyer, la Maison Émilie, qui est d'ailleurs le premier foyer à avoir proposé de l'accueil temporaire en France. Et cette convention permet justement d'assouplir des accueils d'urgence et de travailler les accompagnements d'urgence de manière à préparer au mieux le retour au domicile familial de la personne ou à préparer un accueil permanent dans la structure la plus adaptée. Ça, c'était le premier point. Et mon deuxième point, c'est plutôt une question. Alors, je ne sais pas à qui elle s'adresse, par contre. Au cours de mes expériences dans plusieurs départements, j'ai rencontré plusieurs fois la pratique des agréments flottants, qui permet en fait à une personne en situation de handicap d'être accompagnée par différentes structures en fonction de l'évolution de sa situation, en fonction de ses besoins en soins, par exemple. Alors ça peut être soit pour préparer un accueil en structure, soit pour mieux travailler une période charnière. Et donc là, j'imagine que sur la question du vieillissement, on est en plein dedans. Et donc j'aurais voulu savoir si, dans la salle ou sur l'estrade, des personnes avaient des éclairages à nous apporter sur cette pratique, qui, j'insiste, reste une pratique. Donc elle est encore au stade des prémices de l'évaluation. Donc voilà, j'aurais souhaité voir si vous avez des éclairages. Aussi. Non, rien à ajouter. Vous avez vu, je faisais comme ça parce que je me trouvais en situation de handicap. Je n'entendais pas tellement bien. Et pourtant, je ne suis pas sourd. C'est expérimental ce que vous venez d'évoquer. Et puis, précision, la maison qui s'occupe d'accueil temporaire, c'est la maison de Pierre ? D'accord, ok. Bon, une autre question, et on va terminer là. Si au centre, il y avait quelqu'un, là, non ? Non ? Monsieur, ici, devant. Claude, allez-y. Puis je vais demander à Olivier Le Map, qui est par là, je crois, de venir après. Allez-y. Oui, Guillaume Graal, architecte, consultant accessibilité. Ma question sera courte. Comment se fait-il qu'en France, les hôpitaux ne soient pas aux normes d'accessibilité, sous prétexte qu'il y a un accompagnement possible ? Moi, je considère que c'est la double peine. Oui, les hôpitaux, comme les autres établissements recevant du public, ne peuvent pas s'exonérer de l'obligation qui est faite de mettre en accessibilité les lieux. Le problème qu'on a rencontré, cette loi sur l'accessibilité, elle existait déjà en 1975, mais elle n'avait pas eu de décret d'application. Et cette disposition a été remise au goût du jour dans la loi de 2005. C'était l'accès à tout pour tous. À tout, ça veut dire aussi bien à la culture, aux loisirs, au sport, aux soins et aux lieux. Mais on en a fait, par un espèce de détournement, une loi sur l'accès aux lieux, essentiellement l'accès en fauteuil. Et on a considéré qu'il était très difficile, ici, là ou ailleurs, de mettre en accessibilité tel ou tel équipement. On a repoussé les échéances qui étaient données par la loi d'année en année. La loi de 2005 disait en 2015,
1er janvier 2015, tout doit être mis en accessibilité. Et les collectivités en charge de ce genre de dossier, ou les établissements en charge de ce genre de dossier, se sont dit, oh, on verra bien, on a 10 ans pour voir. Et puis on arrive à l'échéance, et là on se dit, c'est pas possible, on n'a pas pu faire, et maintenant ça coûte cher. Bien sûr, si on doit tout faire en même temps, si on doit tout faire à la fois, ça coûte beaucoup plus cher. C'est imputable au budget d'une manière douloureuse, vous vous en doutez bien. Mais comme rien n'a été fait, et que la loi arrive à son terme, on a trouvé un agenda programmé de mise en accessibilité. C'est un moindre mal, mais c'est un mal quand même. C'est-à-dire qu'il y a maintenant une nouvelle disposition qui permet de dire « je vais faire un projet sur 3 ans, sur 6 ans ou sur 9 ans, je m'engage à ce que ce soit résolu ». Alors ça a fait attendre encore, dans certains cas, 9 ans, presque 10 ans de plus. Mais je le considère comme un moindre mal, parce qu'il y a une prise de conscience. On arrive à l'échéance et beaucoup de choses ne sont pas faites. Alors il y a des choses qui sont rendues impossibles par les normes. Et les normes sont tellement énormes qu'elles mettent à mort l'accessibilité. Moi, ce qui m'intéresse dans l'accessibilité, c'est pas la largeur des portes, c'est la largeur d'esprit. Il faut faire en sorte que les choses se fassent normalement comme elles doivent se faire, logiquement, sans bouleverser toutes les données. Le faire de façon à ce que ce soit concret, à ce que ce soit compris, à ce que ce soit accessible tout simplement. Mais les normes sont tellement énormes dans certains cas qu'on ne peut rien faire. Alors voilà, en plus elles se contredisent ou elles se contrarient. Des normes d'accessibilité pour les fauteuils dans les salles de spectacle. Les propriétaires de salles de spectacle disent « moi je veux bien supprimer le premier rang et puis mettre des places disponibles pour les fauteuils ». Bon, mais je ne peux pas le faire, parce que la loi sur la sécurité m'interdit de mettre plus de 3 ou 4, je crois, fauteuils dans le même espace. Voilà, des normes qui se contredisent, ce qui fait qu'on ne fait rien ou qu'on ne peut rien faire. Voilà la réponse que je peux apporter. Mais les hôpitaux ne sont pas exonérés, que je sache, de cette disposition qui est une disposition légale qui s'adresse à tout le monde. Bon, nous allons terminer, nous sommes dans les temps, on va terminer la table ronde et nous allons diffuser le film documentaire d'Olivier Lemappe,